Alors, tout de suite, d'entrée de jeu. Alors, je vais vous parler des origines. On parle des projets d'implantation ciblée, puis ce qui va en découler, mais permettez-moi de vous parler rapidement des origines des projets. En 2009, il y a un groupe d'experts piloté par Dr. Howard Berman qui dépose un rapport au ministre qui s'appelle « Relever le défi de la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées ». Au-delà des constats qui ont été identifiés, il est clair que le Québec doit faire face à la croissance de la clientèle, mais surtout de faire face à l'impact de cette clientèle-là sur le réseau de la santé et services sociaux ainsi que sur la société. Un point qui est soulevé dans le rapport, c'est l'importance de travailler d'abord, puis là on va parler du réseau de la santé, de travailler d'abord avec la première ligne. L'objectif là-dedans, c'est de s'assurer que le partenariat au niveau médecin-infirmière qu'on veut avoir dans les groupes de médecine familiale se retrouvent et travaillent ensemble pour intervenir, soutenir et orienter les usagers ainsi que leurs proches. Il est important aussi qu'ils s'établissent un lien avec les différents niveaux d'intervention, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième ligne. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que tout ceci doit se faire évidemment en fonction des besoins et de l'évolution de la maladie. Il est important aussi, suite à l'évolution de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, de mettre en relief l'importance de se soucier évidemment de la qualité de vie, du choix du milieu de vie des usagers, mais aussi de la place des proches et de leur soutien tout au long de cette évolution-là. Donc, on s'est retrouvé, suite à ces constats, ces préoccupations-là, on s'est retrouvé avec des actions et des recommandations. Ce qui est important de mentionner, puis je passe rapidement là-dessus, c'est que le modèle qui a été développé à cette époque-là par le groupe, évidemment, il met l'importance de la première ligne dans le réseau de la santé, mais aussi il met l'importance au niveau des proches aidants. C'est quoi les actions qui ont été posées? Bien, suite au dépôt, il y a un plan qui a été élaboré et il s'est soldé évidemment par plusieurs actions, dont une première qui était d'avoir une équipe consacrée pour s'assurer de l'implantation des recommandations. Donc, dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des travaux préliminaires parce que là, ce qu'on voulait faire, c'est de faire des projets pilotes avec les GMF. Donc, il y a eu des travaux. On a commencé à regarder les interventions en GMF. On a aussi eu des groupes d'experts qui se sont penchés sur c'est quoi une clinique de mémoire, c'est quoi des services ambulatoires SCPD, puis vous avez la définition qui est là, même si des fois, quand on dit démence, on est chatouilleux là-dessus, mais c'est comme ça que ça s'appelle, malheureusement, pour l'instant. Et ce que ça nous a amené, c'est qu'on a pu, par la suite, travailler. On a pu travailler à faire un appel de proposition dans le réseau qui s'est soldé par l'envoi dans le réseau d'une demande que les gens nous proposent des projets centrés autour des GMF et les promoteurs, avec les gens du réseau, nous ont envoyé une lettre d'intention et il y a eu un comité de suivi qui a évalué les projets qui nous ont été présentés. Parce que cette sélection-là de projets permettait au ministère, avec une enveloppe de 5 millions, de financer pour un maximum de 250 000 $ par année pour 2 ans des projets. Alors, c'était quoi les résultats sur le terrain? D'abord, on parle de 19 projets qui ont été retenus. Il y a plus de 38 GMF qui ont été impliqués, qui sont toujours impliqués. Il y a 20 C3S qui sont impliqués aussi dans le projet. Il faut comprendre aussi qu'on a mis à contribution les RUIS, qui sont les réseaux universitaires intégrés de santé, qui ont un rôle quand même assez important dans notre réseau maintenant. Et on a réparti les projets en fonction de critères où on retrouve des projets dans chacun des RUIS.
Et on a mis, donc ça touche 14 régions au Québec, au niveau, quand on regarde les régions, au niveau des agences. Et ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'on a mis il y a 4 chargés de projet, donc un par RUIS, qui s'assure de la coordination au niveau du terrain. En parallèle maintenant, il y a un projet de recherche pour évaluer l'implantation qui a été travaillé avec le Fonds de recherche québécois en santé, dont son mandat, c'est un organisme subventionnaire. On a aussi de la reddition de comptes. Nous avons mis en place des forums. Il y a des groupes de travail. Il y a de la documentation qui sort. Il y a un site web qui est à venir. Mais il y a eu toujours une volonté de faire un arrimage avec les services auprès des proches aidants. Donc, si on regarde rapidement le Québec, donc on se rend compte qu'au niveau du RUIS de l'Université Laval, la répartition, ça vous donne une idée de l'ampleur des projets, que ce soit pour le RUIS de Sherbrooke, le RUIS McGill, le RUIS de Montréal. Et si on regarde autour de Montréal, il y a plusieurs projets qui sont implantés à travers le réseau. Alors, merci, Daniel. Bonjour, mesdames et messieurs. Julie Bickerstaff, je suis directrice aux opérations à l'Appui national. Ça fait maintenant 1 an que je travaille avec Daniel et TU pour faciliter l'arrimage des projets du ministère avec le travail terrain que font les appuis régionaux, entre autres par le travail que font les conseillères au prochain an dans chacun des appuis. Et ce travail-là, c'est pour soutenir le plus tôt possible les proches aidants dans leur trajectoire, les proches aidants d'aînés, mais dans ce cas-ci, plus particulièrement les proches aidants d'aînés de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou d'affections connexes. Ce que j'aimerais vous dire d'emblée, c'est que s'il y a une chose qui anime l'appui depuis ses tout débuts, c'est la conviction profonde que nous n'arriverons pas à soutenir les proches aidants d'aînés, que nous n'aurons pas un impact sur leur qualité de vie si nous ne pouvons pas compter sur l'engagement de tous les acteurs concernés. Si nous n'avons pas cette volonté commune de vraiment mettre le proche aidant d'aînés au cœur de nos préoccupations, mais surtout au cœur de nos actions sur le terrain. Et nous croyons à l'appui, dans le réseau des appuis, on croit très, très fortement que cette volonté commune-là doit être affirmée à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait autant une impulsion qui vient de la base que des orientations prises par nos décideurs au sein de nos ministères et que c'est cette synergie-là entre tous ces différents acteurs-là qui va permettre de faire la différence, qui va permettre de faire des gains, qui va permettre d'avancer, de progresser et de mieux soutenir les proches aidants d'aînés petit à petit. En ce sens, les projets d'implantation en groupe de médecine familiale sont vraiment une très, très, très belle illustration d'une volonté qui s'exprime au niveau ministériel, mais qui s'opérationnalise, entre autres, avec une volonté de travailler très étroitement avec les ressources communautaires de chacun des milieux dans lesquels les projets s'implantent. Ultimement, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi moi? Pourquoi Daniel? Pourquoi vous tous, dans vos milieux, vous essayez de développer davantage de partenariats, de collaboration, vous essayez de faire des arrimages? Ultimement, c'est parce qu'on essaie de briser des silos. On l'entend souvent, le réseau santé-services sociaux, les réseaux communautaires n'ont pas nécessairement ou toujours eu une longue histoire de collaboration, de travailler étroitement ensemble. Parfois, on a l'impression que nos logiques organisationnelles sont presque incompatibles. Souvent, on a même juste l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Mais ultimement, on le sait que de travailler en silo, au bout du compte, ça ne dessert pas le client, ça ne dessert pas le proche aidant d'aînés. On le fait parce qu'on le sait qu'il faut agir en complémentarité, parce que les ressources sont rares, parce qu'il faut faire mieux avec les ressources que l'on a, parce qu'on a l'obligation de faire mieux, parce qu'on doit identifier les zones où on se complète bien, qu'on doit les mettre à profit pour le bénéfice de notre objectif commun, celui de susciter l'engagement de tous, parce que nous sommes tous concernés, parce que nous pouvons tous faire une contribution, et que cette contribution-là, ultimement, c'est parce qu'on veut donner des meilleurs services à la population. Avant de passer la parole à mes collègues de Laval, je dois vous faire une confidence. Hier soir,
Certains de mes collègues des appuis régionaux m'ont lancé un défi, celui d'intégrer dans ma présentation une référence à mon animal totem. Rien de moins. Mon animal totem étant le saumon, je dois vous faire le geste du saumon qui frétille. Et si vous vous demandez pourquoi le saumon, simplement parce que c'est un poisson qui a la merveilleuse capacité de s'adapter à son environnement et qui peut frétiller en eau douce comme en eau salée. Eh bien, mes collègues de Laval, sans savoir, me donnent l'occasion de relever mon défi haut la main. Je vous explique. Comme vous l'avez vu, le ministère de la Santé et des Services sociaux a la volonté d'implanter presque à la grandeur du Québec des projets porteurs pour la dyade aidant-aidé atteint de déficit cognitif. Mais pour que ça marche, il faut permettre à ces projets-là de s'adapter à leur milieu. Il faut qu'au-delà des paramètres et des indicateurs, les projets s'adaptent à la température de l'eau de leur milieu, aux dynamiques préexistantes sur leur territoire, et c'est exactement ce que les gens de Laval vont témoigner. Alors, merci pour cette belle introduction. Vraiment, on n'en demandait pas tant. Donc, je prends la parole. Donc, je suis Annie Fortier, je suis adjointe à la direction du regroupement clientèle SAPA du C3S de Laval. Donc, ça me fait bien plaisir de vous présenter notre expérience cet après-midi. Alors, OK, c'est bon. Alors, comme M. Itu vous a introduit, le projet d'implantation ciblée en GMF concerne la clientèle atteinte de troubles cognitifs, qui présente des troubles cognitifs. Et nous, en fait, les objectifs du projet, principalement, c'est de répondre étroitement aux besoins, mais autant de l'aidant et de l'aider, en matière d'accessibilité, de continuité de service et de qualité des services. Alors, c'est sûr que le projet que nous avons proposé répond à ces critères et on veut s'assurer que la prise en charge soit faite le plus rapidement possible de la personne atteinte de problèmes cognitifs et aussi que son aidant naturel, que ses besoins soient répondus et qu'ils aient des services, qu'ils reçoivent en fait des services pour répondre à ces besoins. Donc, on veut assurer une complémentarité des services entre les services du C3S de Laval et les services des partenaires de la communauté. Et on veut naturellement, comme je vous disais, renforcer le soutien qui est offert aux proches aidants. Ce matin, on a parlé de « ensemble, on va seul, on va vite, ensemble, on va plus loin ». Moi, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup au partenariat. Je crois beaucoup au continuum de services. Alors, pour nous, la région de Laval, de participer à ce projet nous permettait, entre autres, d'élargir notre réseau en travaillant plus étroitement avec les deux collègues là, qui sont ici à ma gauche. Donc, pour moi, c'était une opportunité vraiment de m'associer davantage et de développer, en fait, vraiment le réseau des personnes aidantes, des proches aidants, qui s'occupent en fait de personnes qui présentent des troubles cognitifs. J'œuvre auprès des personnes âgées depuis les années 2000 et principalement depuis, je vous dirais, les années 2000 aussi, en deuxième ligne gériatrique et j'ai travaillé dans toutes les missions, donc autant aussi en domicile, autant en deuxième ligne à l'hôpital. Donc le continuum de services pour moi fait vraiment partie de moi et je vous dirais, et la force. Et je vous dirais que l'opportunité de connaître davantage le réseau, travailler avec mes collègues, a fait de ce projet une opportunité intéressante. Donc, en octobre 2012, nous avons soumis notre intention de participer au projet en répondant à la lettre d'intention. Et précédemment, suite au rapport Bergman, nous avions déjà formé, un de nos médecins avait déjà formé 9 des 10 GMF de la région.
Donc, nos infirmières des GMF étaient déjà outillées à répondre, à répondre aux besoins de la clientèle et étaient très sensibilisées à repérer les usagers à risque de développer des troubles cognitifs. Et suite à le projet, nous avons, à l'appel de candidature, nous avons déposé notre lettre d'intention et en août 2013, nous avons débuté notre projet. Et l'embauche, naturellement, il y a eu l'embauche d'une infirmière clinicienne qui a débuté déjà dès le mois d'août 2013. Dès son arrivée, naturellement, l'infirmière, nous l'avons formée. C'était déjà une infirmière qui était très expérimentée en la matière. Donc, nous l'avons formée. Nous avons formé l'équipe, la diade médecin-infirmière. Nous avons aussi travaillé pour qu'elle connaisse vraiment bien le continuum de service à l'intérieur du C3S de Laval, mais également qu'elle connaisse bien les organismes communautaires. Donc, nous sommes allés rendre une visite très rapidement dans les premières semaines à l'équipe de l'appui et à l'équipe de la Société Alzheimer pour bien comprendre quelle était leur offre de service et comment nous allons travailler en complémentarité avec les deux organismes. Si je vous parle de la population lavalloise, il y a 412 000 Lavallois. De ces personnes, 16 % de la population est âgée de 65 ans et plus. Donc, on parle d'environ 65 000 Lavallois qui sont âgés de 65 ans et plus. Et de ce 65 000-là, il y a environ 28 000 usagers, ou Lavallois, pardonnez-moi, qui sont âgés de 75 ans et plus. Pour ce qui est du GMF Chemédé, parce que nous avons déposé notre lettre d'intention avec le GMF Médicentre Chemédé, il y a environ 17 000 usagers ou patients qui sont inscrits au GMF Chemédé et on parle d'environ 8,7 % de ces patients sont âgés de 75 ans et plus. On parle donc d'environ 1 500 usagers qui sont à risque de développer des troubles cognitifs dans ce GMF. Donc, on va porter une attention particulière à ces usagers en assurant vraiment le dépistage, le repérage de la clientèle, mettre en place des processus pour s'assurer que ces usagers soient bien pris en charge, que le diagnostic même se fasse à partir de la GMF, qu'il y ait des protocoles en place, des ordonnances collectives pour s'assurer du suivi lorsqu'une médication est débutée. Et également, on va, dès l'identification des troubles cognitifs, on va s'assurer que l'aidant soit identifié. L'infirmière va avoir une discussion avec l'aidant, avec la personne qui l'accompagne, pour, dès le début, la sensibiliser à son rôle et s'assurer qu'elle connaisse bien les ressources qui sont disponibles dans la région. Mes collègues vont vous en glisser un mot un petit peu plus tard. Donc, c'est sûr que pour nous, la prise en charge de la maladie, c'est un élément. Ça fait partie, de l'expertise du C3S, mais c'est important que le proche aidant soit vraiment considéré comme un partenaire de soins tout au long de la trajectoire. Que ce soit autant en GMF, autant en deuxième ligne, autant lorsque les services de soutien à domicile sont implantés, il est important que le proche aidant soit considéré et qu'il soit informé, qu'on soit sensible à ses besoins et qu'il participe tout au long au plan d'intervention et que ses besoins à lui aussi soient répondus. On veut aussi s'assurer de l'évaluation et le suivi des besoins des proches aidants et favoriser la circulation de l'information, mais toujours dans un souci de confidentialité, et le partage des connaissances de l'expertise entre les intervenants. Donc, c'est important pour nous que notre infirmière qui a été embauchée au GMF ait des contacts avec les conseillères de l'appui, ait des contacts avec les conseillères de la Société Alzheimer pour se sensibiliser ensemble sur des fois, ça peut être certaines stratégies. Quand on parle de répit, est-ce le bon terme? Quand on approche un proche aidant en lui disant « on peut offrir du répit à votre père ou à votre conjoint », est-ce que le terme répit fait peur? Et là, elles discutent de ça. Elles essaient de trouver des stratégies ou des mots qui sont peut-être plus, être plus sensibles au vocabulaire qui est utilisé. Et il y a toutes sortes d'initiatives, je vous dirais, qui ont été amorcées par nos deux conseillères, notre infirmière et la conseillère de l'appui, des démarches qui ont été initiées dès le premier contact. Je vous dirais, ça a été un coup de foudre, puis on dit « wow, ensemble, on peut faire quelque chose de grand ».
Donc, aussi bien s'associer, parce que moi, ce que je fais en tant que clinicienne, je ne réponds pas à ce besoin, aux besoins que toi, tu peux répondre. Alors, comment on peut s'associer ensemble pour bien faire notre travail? Puis pour moi, j'ai vu ça vraiment une opportunité de dire « Wow, mon continuum de services qui est intra-C3S vient de s'exploser pour cette clientèle en impliquant vraiment la communauté, l'appui et la Société Alzheimer. » Non, c'est beau, je m'en occupe. Parfait, je vais te laisser ça. Alors, bon, comme Annie le disait, le projet est en place depuis, c'est Diane Lavergne, je suis la directrice générale de l'appui Laval. Alors, ça fait quand même pas longtemps que le projet est en marche et s'est déployé à une vitesse assez rapide avec les partenaires. On a essayé de vous schématiser là, comment ça fonctionne, ce petit truc. Voilà. Alors, voilà, on a déjà quand même essayé de réfléchir à comment on pouvait assurer un processus de référence pour le proche aidant. Alors, comme Annie le disait, c'est sûr, c'est la vision partagée des 3 organisations. Pour nous, ce qui est important, c'est que le proche aidant est un partenaire, donc il est vraiment au centre de nos préoccupations, comme on peut le voir sur le schéma qu'on a essayé d'illustrer. Les 3 organisations ont des rôles vraiment complémentaires. Annie en parlait aussi. C'est sûr qu'au niveau du C3S, ils assurent le volet clinique et dès qu'ils ont repéré un proche aidant, ou en fait par le biais de l'aider, ils ont le mandat de le référer là, vers les organisations qui peuvent leur donner de l'information sur les services dans le milieu. Alors, l'appui Laval, par le biais de la conseillère aux proches aidants, elle assure le volet, justement, de l'information, de l'écoute, de la référence aussi vers toutes les ressources du milieu, faire connaître aussi tout ce que le milieu peut offrir, en fait, comme service aux proches aidants. Et du côté de la Société Alzheimer, via les conseillers spécialisés qui sont en place là-bas, bien c'est l'offre de services directs à ce moment-là pour cette clientèle-là, des services d'information, de référence, de formation, de soutien psychosocial et de répit. Comme vous voyez, alors au niveau du C3S, à partir du moment où il y a un proche aidant qui est repéré et que la personne est atteinte, à ce moment-là, l'aidé est atteint de la maladie d'Alzheimer, il est directement référé à la Société Alzheimer par le protocole de référence que je pense que vous connaissez tous, qui s'appelle Premier Lien. Et nous, on a entrepris tout de suite à ce moment-là des liens avec la Société Alzheimer pour voir avec eux si on pouvait s'inspirer de ce protocole-là pour voir si nous, de notre côté, on ne pouvait pas en mettre un en place à l'appui Laval qui pourrait permettre à ce moment-là à l'infirmière clinicienne de référer directement à l'appui Laval des proches aidants dont l'aidé est en attente d'un diagnostic parce qu'on parle ici vraiment de précocité dans le repérage qui est fait dans ce projet-là. Alors, ça, c'est ce qu'il y en est pour le diagramme. Oui, en fait, il y a une flèche très importante aussi qui est vers le bas, qui va aussi de l'appui vers la Société Alzheimer, parce qu'en fait, on se disait aussi qu'à partir du moment où, en cours de route, puisque la trajectoire, on entend les suivre tout au long de la trajectoire, si en cours de route, l'aidé reçoit le diagnostic, de toute façon, c'est le mandat à la ligne info-aidant de la conseillère de référer directement vers la Société Alzheimer, mais on trouvait ça important de le mettre dans le schéma. Ensuite. Alors maintenant, les facteurs facilitants qui nous ont aidés à mettre ça en place, eh bien, pour ceux qui connaissent Laval, on le répète souvent. Alors Laval, les gens de Laval ici vont rire, là. Laval, c'est une île, une ville, une région, un C3S, une société Alzheimer, un appui, on pourrait continuer comme ça, un organisme aidant, etc. Parfois, c'est un défi, hein, c'est une réalité qui nous apporte parfois des défis dans certains enjeux. Mais au niveau de ce projet-là, ça a vraiment été un facteur facilitant. Ça nous a permis de mettre en place le projet très, très, très rapidement. Il y a aussi le fait que, en tout cas, je tiens à le mentionner, parce qu'au conseil d'administration de l'appui, Lise était présidente du conseil d'administration de l'appui Laval jusqu'en juin dernier. Et puis, tous les partenaires, en fait, sont là. On entendait parler de ce projet-là depuis longtemps aussi. Donc, s'il y avait déjà cette sensibilité-là, cette ouverture-là là, à vouloir vraiment aller de l'avant ou s'impliquer dans ce projet-là. Alors, le rapport a été facile, efficace entre les partenaires. Ça a été basé beaucoup sur la confiance, la collaboration.
Là-dessus, je lève un coup de chapeau, Annie en a parlé, à l'enthousiasme vraiment de nos intervenantes qui étaient passionnées par ce projet-là, qui sont parties avec des initiatives assez rapidement sur le terrain. Ils ont rapidement vu que ça pouvait être, on en a entendu parler ce matin, une plus-value pour le proche aidant, que ces organisations-là travaillent ensemble. Ensuite, au niveau du partage de l'expertise, ça aussi, ça a été mentionné, mais rapidement, les intervenantes ont vu aussi qu'il y avait une complémentarité dans leurs expertises qui pouvait leur permettre de mieux comprendre de part et d'autre la réalité du proche aidant, faire un tout, en fait, avec tous les besoins qui sont exprimés par le proche aidant. Ensuite, au niveau de l'engagement réciproque à offrir un service personnalisé, ça aussi, ça a été vraiment une vision qui a été partagée rapidement par les 3 organisations. Une volonté commune de faciliter la trajectoire du proche aidant. On pense que cette complémentarité-là va faciliter leur trajectoire. Au niveau aussi de la vision commune d'un service personnalisé, c'est-à-dire c'est vraiment Julie qui dit au proche aidant que c'est Caroline qui va la rappeler, qui lui donne un délai, que Caroline rappelle dans ces délais-là. Ça crée auprès du proche aidant rapidement un sentiment, on l'entend en tout cas, c'est ce qui m'est partagé beaucoup par la conseillère au proche aidant, Caroline, que le proche aidant lui dit « Ah, bien, mon Dieu, on m'a dit qu'on me rappellerait dans 24 heures et on m'a vraiment rappelé. » Ça facilite beaucoup, en tout cas, le lien de confiance avec le proche aidant. Alors, au niveau des... En fait, ça devait être des... Dans votre programme, c'est marqué des facteurs contraignants, mais on n'aimait pas ça. On a décidé d'appeler ça des pistes de réflexion. Maintenant que le processus de référencement se met en place et qu'on est en train d'expérimenter, en fait, il y a plusieurs questions qui surgissent. Alors, entre autres, comment assurer un arrimage efficace des partenaires dans le suivi de la trajectoire du proche aidant? C'est sûr que ça nous préoccupe. On apprend à travailler ensemble, assurer un développement cohérent là, des services, en fait, de ce qu'on déploie comme offre de services pour le proche aidant. Ensuite, on s'est posé la question, avons-nous besoin de développer un outil commun d'évaluation du besoin du proche aidant? Est-ce que ça pourrait être un élément facilitant si on avait cet outil-là commun? C'est à réfléchir et à considérer. Ça va faire partie de nos réflexions dans les prochains mois. Jusqu'où peut-on aller dans le partage de l'information pour un suivi efficace assurant la confidentialité, la fameuse question? Alors oui, on en a entendu parler ce matin, c'est important d'en tenir compte, puis on a l'intention, en tout cas, de travailler très fort dans les prochains mois sur ça. Et comment valider l'impact du projet sur la qualité de vie des proches aidants? Ça aussi, ça nous préoccupe, les 3 organisations, d'évaluer nos actions, évaluer ce qu'on fait auprès du proche aidant pour voir si, au bout du compte, cette espèce de filet social-là qu'on essaie de créer autour de lui va vraiment faire une différence dans sa qualité de vie. Merci, Diane. Alors, moi, j'ai un beau rôle. Je vais parler du plus. Du plus, entre autres, pour les partenaires. Alors, ça permet aux partenaires d'avoir un portrait élargi de la situation de la dyade aidant-aidé. Ça permet aussi d'assurer la complémentarité des services et des interventions. Alors, on parle de la formation quant à la maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui clique? Oui, merci. Le soutien dans le rôle du proche aidant, le suivi clinique, la présentation des services disponibles dans la communauté et plus encore. Ça permet aussi pour les proches aidants d'établir un lien de confiance avec l'ensemble des intervenants. Ils se sentent beaucoup mieux soutenus parce qu'ils savent qu'il y a une équipe derrière eux. Et ça aide aussi, même dans les sentiments personnels, souvent de doute, de honte, de culpabilité, de se sentir faire partie d'un groupe de gens qui travaillons pour la même cause, pour le même but. Je pense que c'est très... ça aide les gens à oublier ces sentiments-là. La meilleure compréhension aussi de la problématique qui permet de tenir le rôle du proche aidant, ça leur permet de garder une qualité de vie et de voir des solutions aux défis qui vont se poser à eux. La suite des choses, eh bien, c'est de formaliser le processus de référence, de partage d'informations, suivi d'un moyen d'une entente qui permettra de définir les rôles de chacun, les responsabilités. La collaboration doit être, je pense, clairement établie, parce que c'est souvent dans les zones grises qu'on arrive à des petits bobos. Alors, je pense que c'est bien établi d'avance qui fait quoi.
de déterminer une procédure pour le partage d'informations en fonction du respect, bien sûr, de la confidentialité et de définir clairement le mode de collaboration et les résultats souhaités. Alors, c'est pour un partenariat réussi. Je pense que ça part d'une vision commune. On avait une cause commune, on l'a tous ici dans la salle, d'y investir le temps, d'y croire à notre projet. Je pense qu'il faut rêver. Avant d'arriver à faire quelque chose de nouveau, il faut rêver. Et on rêvait, tout le monde. L'engagement, la collaboration de tous, et puis je pense que chacun des membres de nos équipes, ils sont de très bons exemples d'engagement. Le partage des connaissances et de l'expertise, la complémentarité des services, et puis une entente claire, précise et signée en bonne et due forme afin d'assurer une mise en œuvre et bien sûr la continuité parce que je pense qu'on a énormément de plaisir à travailler ensemble, nous les partenaires et nos collègues respectifs, mais il faut s'assurer que la prochaine crue va aussi avoir du plaisir à travailler ensemble et que les règles vont être bien établies et bien claires. Alors, merci.